Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'immigration irrégulière des Mauritaniens aux États-Unis. Ces derniers mois, des milliers de Mauritaniens arrivent au pays de l'Oncle Sam de façon irrégulière, un afflux soudain et inattendu que nous tentons de comprendre dans cette édition. À suivre le reportage de notre correspondant qui est entré en contact avec les familles des migrants sur place en Mauritanie et avec des Mauritaniens qui ont bravé divers dangers pour se retrouver ici aux États-Unis. Nous vous amènerons ensuite au Mali pour parler du trafic routier qui est bloqué depuis des mois à partir de Koro dans le centre du pays, par des groupes armés, ce qui affecte le transport entre le Mali et le Burkina Faso. Le fait marquant de la semaine, c'est la situation au Niger. Le chef de la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum propose une transition de 3 ans maximum, ce que rejette la CEDEAO. On en parle avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Burkina Faso. Il nous parlera de la musique, une arme pour booster le moral des forces de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Plus de 8000 Mauritaniens ont franchi la frontière américaine via le Mexique ces 4 derniers mois. Pour y parvenir, certains ont dû braver divers dangers, des nuits froides dans des routes non sécurisées, des passeurs sans scrupules, d'interminables kilomètres à parcourir à pied, des dangers et risques qui sont loin de les décourager. On voit tout cela dans ce reportage de Mohamed Diop, signé avec Sultana Khalifa. Tout le temps, je pense à lui, je pleure, je dis comment mon père est parti. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas, on ne sait jamais. Mais bon, alhamdoulilah, Dieu est grand. C'est mon mari qui est parti aux États-Unis et comme vous le voyez, je suis seule avec les enfants. C'est difficile, ils ne cessent de réclamer leur papa. Heureusement qu'on se voit en appel vidéo. Atoumane, le père de Nana, dit être contraint de quitter son pays. En Mauritanie, je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu comme galère et trop d'injustice. On voyageait dans des conditions difficiles à bord de véhicules tuk-tuk, de motos et même dans des rivières. Parfois, on se perdait en chemin. À tout moment, on pouvait être arrêté. Notre vie était vraiment en danger. Et je me disais, soit j'arrive à destination, soit je meurs sur la route, mais pas question de revenir en arrière. Malal, le mari de Poulo, dit avoir fui un avenir sombre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous avez quitté la Mauritanie? Après mes études coraniques, je me suis donné à plusieurs métiers, plomberie, manœuvre et autres, mais rien de cela ne m'a rapporté quelque chose. J'étais plutôt exploité en permanence alors que j'avais des bouches à nourrir. Atoumane et Malal font partie de la vague de Mauritaniens qui empruntent le chemin de l'exil vers les États-Unis, appelée communément la route du Nicaragua. Une route très coûteuse, $10 000 seulement pour le billet d'avion. Une route aussi très risquée. Le 3 août 2023, un Mauritanien candidat au départ a perdu la vie à l'étape Mexique. Le véhicule le transportant s'est renversé. D'autres sont kidnappés. Les plus chanceux, comme Yero, sont dépouillés. Je ne sais pas s'ils sont des policiers ou des gendarmes. Ils étaient en tout cas en cagoule et travaillaient sûrement pour l'État mexicain. Ils m'ont presque tout pris, tout mon argent. J'ai caché ça dans une pâte dentifrice, mais ils l'ont saisi en se moquant même de moi. Malgré tout, le phénomène s'intensifie. La presse américaine rapporte plus de 8500 Mauritaniens entrés irrégulièrement aux États-Unis par le Mexique. Ce, en 4 mois, de mars à juin 2023. En Mauritanie,
Les experts tentent de trouver des explications. Beaucoup de jeunes Mauritaniens rêvent de devenir riches en un temps record. Il est donc facile de les désorienter avec des illusions d'Eldorado et de paradis sur terre. Ils pensent qu'arriver aux États-Unis, on change sa vie avec une baguette magique. En réalité, ils sont mal informés sur les migrants dans ce pays. Certes, on peut trouver là-bas du travail, mais aller jusqu'à réaliser son rêve de faire une grosse fortune, avoir des terres, véhicules de luxe, ce n'est pas toujours possible à mon avis. Une ONG locale s'est même créée pour contrer le phénomène. Nous disons non à la migration périlleuse, mais on ne s'arrête pas là. On propose des alternatives aux candidats au départ. Sauf que rares sont les candidats prêts à renoncer à l'exil tant rêvé chez l'oncle Sam. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Merci beaucoup, Mohamed Diop, qui a réalisé ce reportage en compagnie de Sultana Khalifa, deux de nos confrères d'Ong. Mais nous avons en ligne Mohamed Diop, l'un des auteurs de ce reportage. Mohamed Diop, bonsoir. Bonsoir, mon Oufa, ça va bien? Très bien, merci Mohamed. Alors, votre reportage, on va en parler. Le reportage commence par le témoignage d'une fille qui dit être inquiète pour son père qui a pris la route des États-Unis. Est-ce que vous savez si les familles des migrants connaissent la réalité du parcours et de ce que vivent les membres de leur famille qui prennent la route? En fait, la question est sur toutes les lèvres, même les moins intéressés en savent quelque chose. Les histoires de décès ou de kidnapping sont relayées dans les médias et les réseaux sociaux. Les familles savent donc les risques, mais privilégient l'aspect économique. Certaines familles vendent d'ailleurs leur bétail ou maison pour aider un des membres à faire le voyage. Car ici, on pense que fouler le sol américain, c'est synonyme de réussite économique et sociale. Alors, Mohamed, vous faites intervenir aussi dans le reportage une organisation dite de lutte contre la migration périlleuse. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont sensibles au discours de mise en garde contre ce type de migration? Qu'est-ce qui est fait sur place pour sensibiliser, sinon décourager les candidats au départ? Je dois rappeler d'abord que la marine mauritanienne arrête souvent des pirogues remplies de migrants irréguliers vers l'Europe. Des réseaux de passeurs sont aussi démantelés à Nouakchott, mais le départ vers les États-Unis est un phénomène nouveau. Donc, il n'y a pas encore de politique spécifique en ce sens. D'ailleurs, l'ONG citée dans le reportage, vous l'avez mentionné, peine vraiment à se faire entendre. Mais récemment, le ministère des Finances, en évoquant la question, a parlé de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et d'augmenter le salaire des fonctionnaires pour limiter les départs. Parce que parmi les candidats au départ, on note aussi des fonctionnaires. En réalité, les profils sont différents. Alors, Mohamed, il y a des raisons économiques, comme vous le dites, mais certains parfois, arrivés ici, évoquent des questions sécuritaires, la répression policière pour demander l'asile aux États-Unis. Est-ce que la Mauritanie a un problème de sécurité, de répression policière qui peut justifier les départs? Ou c'est juste des prétextes? Oui, nous avons discuté avec beaucoup de candidats au départ. Ce qu'ils témoignent, ils disent avoir vécu de mauvaises conditions de vie dans leur pays qui les ont contraints à quitter. Ils évoquent surtout la question d'inégalité. Et ce qui fait qu'une fois arrivés sur le sol américain, voilà le problème. Il faut demander l'asile et pour demander l'asile, il faut répondre à certains critères. Et je ne pense pas que tous répondent à ces critères. Mais dans la plupart, avec ceux on a discuté, ils parlent de la question d'inégalité dans leur pays qui les ont poussés à partir. Merci beaucoup, Mohamed Diop, pour cet excellent reportage. Nous remercions également Sultana Khalifa, notre consoeur qui a réalisé ce reportage avec vous. Merci à tous. On va retrouver Abdoulaye Khan. Il est professeur de français pour poursuivre la discussion sur la migration des Mauritaniens vers les États-Unis. Abdoulaye Khan est professeur de français, mais il a la particularité de connaître un certain nombre de ses compatriotes qui ont quitté la Mauritanie pour les États-Unis, qui ont fait le choix de l'immigration, souvent clandestine. Bonsoir, Abdoulaye Khan. Et bonsoir. Alors, vous connaissez quelques Mauritaniens qui ont fait le choix de partir. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel est le profil de ces personnes et quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes sont parties? Alors, notons en premier lieu que la question de la problématique de l'immigration aux États-Unis se pose depuis un moment et est même un sujet d'actualité dans le pays.
Ce phénomène est généralement né d'une volonté ardue de la jeunesse à vivre mieux. Et en effet, certains membres de ma famille et des voisins même que j'ai eu à côtoyer m'ont fait savoir qu'ils ont jeté par-dessus bord tout ce qu'ils avaient pour aller rejoindre les États-Unis. Beaucoup d'entre eux préfèrent, à travers les théories diffusées de part et d'autre dans les réseaux sociaux, que le pays de l'oncle Sam est un pays de l'opulence et de la richesse. Donc ces hommes et ces femmes vont dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais certains d'entre eux mettent en avant la confiscation même de leur liberté en Mauritanie, un pays dans lequel ils sont marginalisés sous le poids du népotisme et parfois même du racisme d'État. Alors, Abdoulaye Kane, vous l'avez dit, et même dans le reportage, notre correspondant l'a souligné, il y a une augmentation du nombre de Mauritaniens qui viennent aux États-Unis. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Alors, effectivement, le nombre ne cesse d'augmenter. Et d'après même les dernières informations, il serait aujourd'hui à 8500 jeunes Mauritaniens sur le sol américain. Et ce chiffre augmentera, car le relais de l'information venant des personnes qui sont déjà arrivées aux États-Unis donne de nouveaux espoirs à cette jeunesse qui veut elle aussi vivre le rêve américain. C'est pour cela que de plus en plus de jeunes Mauritaniens préfèrent rejoindre les États-Unis en tentant de gagner Tijuana au Mexique, en passant par l'Amérique du Sud, une route migratoire peu connue et parfois très périlleuse. Effectivement, une route très périlleuse. Est-ce qu'on sait ce qui explique spécifiquement le choix des États-Unis? On sait que la Mauritanie et les États-Unis n'ont pas spécialement une relation très étroite. Pourquoi les États-Unis, selon vous? Alors, comme je l'avais dit tantôt, les États-Unis représentent une terre de rêve dont rêvent tous les jeunes Mauritaniens et que cette jeunesse considère les États-Unis comme la poule aux yeux d'or. Et à travers l'actualité américaine, il est devenu un rêve pour presque toute une jeunesse omnibulée par cette richesse qui se faufile à l'horizon. Et beaucoup sont marqués par des artistes qu'ils voient et qu'ils affectionnent particulièrement, pensant que ce dernier est l'idéal d'une vie. Alors, sur place, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les autorités prennent à bras le corps le problème? Est-ce que vous avez l'impression que les gens commencent à se rendre compte que c'est un phénomène nouveau, mais préoccupant? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui peut être fait selon vous? Alors, actuellement, le gouvernement mauritanien a récemment pris en considération ce problème de l'immigration et s'est lui-même proposé par son ministre d'État et le ministre des Finances de mettre en place une politique d'amélioration des conditions de vie des salariés, car la plupart de ceux qui quittent la Mauritanie pour aller aux États-Unis ce sont des fonctionnaires de l'État, mais aussi en mettant en place de nouvelles formations destinées aux jeunes et d'augmenter les possibilités d'emploi. Quant au gouvernement américain, d'après les dernières informations que j'ai eu aussi à collecter, ils sont en train de mettre en place un système qui permettra au département de la sécurité de mettre en place de nouvelles drastiques qui permettront de limiter la migration illégale, mais aussi en facilitant les voies légales de migration, mais en traitant tous les migrants dans les conditions humaines les plus élémentaires. Merci beaucoup, Abdoulaye Kane. Je rappelle que vous êtes professeur de français en Mauritanie. Merci pour votre témoignage et surtout pour votre analyse de la situation. Merci de rester à l'écoute de VOA Afrique. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après la Mauritanie, rendons-nous maintenant dans un autre pays du Sahel. Il s'agit du Mali, précisément. Allons dans le centre du Mali,
où le trafic routier est bloqué depuis des mois à partir de Koro par des groupes armés, ce qui affecte le transport effectivement entre le Mali et le Burkina Faso. La fermeture de cette route, qui est la principale voie de ravitaillement de toute la région de Mopti, a des conséquences sur le quotidien des populations. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo. Cette interruption du trafic routier sur la voie communément appelée route des poissons ou encore la route Liptako-Gourma à partir de la frontière du Burkina Faso a affecté négativement le quotidien des populations de Koro et toute la région de Mopti. Selon Hamadou Nyangali de la Chambre de commerce de Koro, les commerçants sont les premières victimes de cette interruption. Nos marchandises viennent de Ouagadougou, Cotonou et Lomé et passent sur ce tronçon. Depuis 3 mois, le trafic est interrompu. Nous sommes à la frontière, on souffre de cette situation. À titre d'exemple, le sucre est passé de 22 000 francs à 35 000 francs aujourd'hui. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non identifiés ont interdit le trafic sur ce tronçon, affectant le coût de la vie. Koyan Traoré est sage-femme. Comme de nombreuses femmes, elle peine à joindre les deux bouts. Les denrées alimentaires sont chères ici. Et même si on a l'argent, on ne les trouve pas. Surtout que la route qui mène pour Burkina Faso est barrée. Et même si on passe les commandes à Bamako, avant leur arrivée, on trouverait que tout est gâté. Dans les marchés et les foires hebdomadaires, les échanges commerciaux tournent au ralenti. Binta Koudjo profitait bien de son activité commerciale avant cette crise. Je vends les articles pour enfants. La plupart de mes articles viennent de Bamako ou du Burkina Faso. La douane et les services de transit sont en chômage technique. Pour les autorités communales de Koro, la route nationale numéro 15 est le poumon de l'économie dans le centre du pays. Ils interpellent les autorités maliennes et du Burkina pour une solution durable. Issaka Somboro, adjoint au maire de Koro. J'interpelle les autorités maliennes et les autorités burkinabées de faire tout pour la réouverture du tronçon qui est la RN15. Cette route est tout pour nous. Et sans cette route, on n'a pas accès au port de Cotonou. Donc aujourd'hui, ici, la population souffre énormément, à savoir les commerçants et même dans les foyers. En attendant, les villages frontaliers des deux pays prennent leur mal en patience. Tous espèrent sur la réouverture prochaine du tronçon pour la reprise des échanges commerciaux. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. Merci beaucoup pour ce reportage. Après la Mauritanie et dans le Mali, allons maintenant au Niger, où le chef de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet, propose une transition de 3 ans. Une proposition jugée inacceptable par la CEDEAO, qui menace toujours de recourir à la force en cas de non-rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pour prendre le pouls de la situation sur place, retrouvons notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Mamadou. Alors la CEDEAO n'a cessé de l'évoquer, une possible intervention militaire si les militaires ne remettaient pas le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum. Est-ce que selon vous, Razak Idrissa, cette intervention militaire est prise au sérieux sur place par les militaires et par les populations? Oui, tout à fait. Cette menace d'une intervention militaire est prise véritablement au sérieux, aussi bien par la junte au pouvoir que par les populations. Vous avez sans doute dû suivre l'intervention, disons le message à la nation du chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, il y a quelques jours, samedi dernier plus exactement, où il annonçait qu'ils sont conscients, ils savent en tant que militaires que c'est ce que c'est qu'une guerre, mais qu'ils ne la veulent pas, aussi bien eux, les membres de la junte, que la population. Mais si elle devait venir, il a indiqué que ce ne sera pas donc une promenade de santé. C'est pour dire qu'ils sont très conscients, mais que si cette intervention devait intervenir, ils vont l'affronter. C'est la même chose au sein des populations. Tout le monde ici, quand vous échangez avec eux, tout le monde est conscient que ce ne sera pas facile. Et les gens essaient comme ils peuvent, en tout cas, de s'y préparer. Pour donner un exemple, le nouveau ministre en charge de la Santé a rencontré les responsables des principaux hôpitaux de la capitale Niamey
et il leur a intimé l'ordre d'activer ce qu'il appelle ici le plan blanc, c'est-à-dire mettre tout le dispositif nécessaire, notamment mobiliser les moyens humains, les moyens matériels pour faire face à une éventuelle agression. Donc c'est pour vraiment dire que la menace est prise au sérieux ici au Niger. On a aussi vu la junte mobiliser des jeunes, des volontaires pour faire face à une éventuelle intervention. Alors, sur ça, il y a quand même des réserves à apporter puisque officiellement, la junte n'a pas appelé à un recrutement. Si vous voulez, c'est une initiative de jeunes soutiens, effectivement, de la junte au pouvoir qui ont appelé donc à un enregistrement, disons, à la constitution d'une base de données de jeunes de divers profils et qu'ils vont mettre à la disposition de la junte pour parer à toute éventualité. Ça peut être des jeunes qui seraient prêts à aller au front, ça peut être des jeunes qui vont faire du secourisme, un peu c'est ça. Mais officiellement, la junte n'a pas appelé à un recrutement ou à un engagement de jeunes au sein de l'armée. Précision très importante, Abdul Razak Idrissa. On le sait aussi, le pays est sous sanction de la CEDEAO. On a vu récemment un convoi d'environ 300 camions, principalement chargés de produits alimentaires, arriver au Burkina Faso. Est-ce que c'est par signe de solidarité, selon vous, avec le Niger qui est sous sanction, ou est-ce que la situation humanitaire est devenue très critique dans votre pays? Oui, il faut dire là que c'est les deux. C'est un signe de solidarité puisque, vous savez, il y a quelques mois, quelques temps, le Burkina a officiellement interdit toute exportation de produits céréaliers du Burkina Faso. Mais avec l'annonce des sanctions de la CEDEAO, les autorités burkinabées ont aussitôt levé cette interdiction, cette mesure en direction du Niger. Ils ont notamment dit que les exportations de céréales sont permises en direction du Niger. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de commerçants, beaucoup d'opérateurs économiques du Niger sont donc allés lancer des commandes là-bas. Et ce sont ces véhicules-là qui ont été d'abord escortés par l'armée burkinabé jusqu'au niveau de la frontière et le relais a été pris par l'armée nigérienne pour escorter ce convoi de environ 300 véhicules qui sont arrivés finalement hier ici à Niamey et ils ont été accueillis à bras ouverts. Donc ça, c'est l'aspect, si vous voulez, solidarité. Mais il y a aussi le fait que la situation est vraiment, on va dire, assez inquiétante puisque depuis l'annonce de ces sanctions, les prix des différentes céréales ont monté. Et du coup, donc, il y a véritablement besoin, même si de toute façon, on connaît que c'est quand même le Niger, les besoins humanitaires dans ce domaine ont toujours été des besoins réels. Tout à fait. Alors, Idrissa, on a aussi vu hier une vidéo de Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, qui a dit qu'il se trouve quelque part en Afrique. Est-ce que, selon vous, il y aurait un lien avec le Niger ? Alors, il faut dire, Mamadou, sur ce point que beaucoup de gens, moi y compris, ont vu cette vidéo du responsable de Wagner dire à ce niveau qu'il y a un lien avec le Niger. Lui, en tout cas, aussi ne l'a pas dit de façon ouverte, mais c'est des spéculations. Mais pour vous dire la réalité ici au Niger, cette question de la Russie, cette question de Wagner, c'est vraiment pas des sujets, on va dire, de grands débats. C'est vrai que dans les manifestations, on voit les drapeaux russes, effectivement. Quand vous interrogez les organisateurs, ils vous disent toujours qu'ils n'ont jamais demandé, jamais distribué des drapeaux russes à qui que ce soit. Bon, vous savez, il y a l'effet de mode, des manifestants ont vu ça ailleurs, ils le prennent parfois de façon inconsciente sans véritablement même savoir ce que ça veut dire. Mais au fond, cette question de Wagner, cette question de la Russie, même si c'est vrai que le Niger quand même a une coopération de longue date avec la Russie, vraiment, c'est pas un sujet, si vous voulez, ici d'actualité en lien avec ces événements qui se passent. Et du coup, donc, oui, la vidéo du responsable de Wagner a été vue par les Nigériens. Ils l'ont vu, c'est passé, mais bon, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Comme quoi, merci beaucoup. Idrissa, vous êtes le correspondant de VOA Afrique à Niamey au Niger. Vos reportages, interviews et autres documents sont à retrouver sur le site web voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. Allons maintenant au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. Là-bas, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne, on le sait, dans la lutte contre le terrorisme.
Pour les militaires, gendarmes et policiers notamment, la guerre est devenue une activité quotidienne, une réalité, un mal chronique depuis 2015. Mais dans ce conflit, la Kalachnikov n'est pas la seule arme qu'utilisent les forces combattantes burkinabées. Il y a aussi la musique pour chanter la gloire des personnels de sécurité et de défense, mais aussi pour leur transmettre courage et abnégation. Notre correspondant Gildas Da est allé à la rencontre d'un gendarme et d'un militaire qui ont fait de la musique une arme au service de leur pays. Suivant ce reportage. Ils sont tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés. Avec cette chanson sortie en 2023, Kézi rend hommage aux forces de défense et de sécurité burkinabais tombées les armes à la main au front. Artiste, musicien, mais aussi adjudant des forces armées nationales, Kézi, à travers ce titre, avait un objectif double. Si des gens ont consenti le sacrifice suprême, il y a lieu que nous, qui sommes vivants, nous puissions honorer les mémoires en relevant le défi. Quand vous êtes attaqué, si vous passez tout le temps à vous lamenter, alors c'est sûr que la solution ne sera pas trouvée. Alors, mais quand on s'arme de courage, on se donne la main, je pense qu'avec un moral haut, nous arrivons toujours à relever le défi. Sur ce plan, l'homme sait de quoi il parle. Pour la petite histoire, il a été sur les lignes de front dans la lutte contre le terrorisme. Et une partie des bénéfices de son album est reversée aux familles des soldats tombés au front. Aux côtés de Kézi sur le titre « Ils sont tombés », il y a Wewe, gendarme de son état, et slammer. Et cette volonté de galvaniser les troupes combattantes, le Pandore là aussi, elle lui est même chevillée au corps. Ce n'est pas seulement avec les armes que nous pouvons lutter contre les terroristes. Voilà. La musique a un impact et c'est une autre arme du militaire. La hiérarchie apprécie bien ce que nous faisons. Ce que nous faisons a un impact sur les hommes. Ils ne peuvent que nous accompagner pour qu'on arrive à bout de ce fléau. Au-delà de la Kalash, Wewe, rappeur dans une vie civile antérieure, s'est donc forgé au maniement des mots, à la gloire des soldats et pour une cohésion retrouvée. Même si certains ignorent mes merveilles, je leur dis aujourd'hui que je porterai toujours le treillis pour les mettre à l'abri pendant que je survis, rester en éveil. Jusqu'à ce que sains et saufs ils se réveillent, au premier chant du coq et au vu des premiers rayons du soleil. Soyons forts, d'un mental de fer, même si nous enterrons toujours des corps depuis que c'est Lascar Spavan au nord. À son actif, le gendarme a déjà 2 singles qui mettent en vedette, notamment les hommes de tenue. Plus ancien, avec 3 albums à son actif, Kézi, qui chante depuis 2005, avait déjà fait parler de lui à travers un titre sorti en 2018. Là encore, l'objectif était le même, galvaniser les troupes. Pour l'adjudant, la défaite est juste impensable. De telles œuvres pour galvaniser, pour encourager, ça a été aussi une volonté des chefs militaires. Donc je ne peux que les dire merci. Dans le temps, des générations ont pu relever le défi. Voilà. Et c'est notre tour, notre génération. Courage à tous mes frères d'armes. Il faut que la victoire soit certaine. Une victoire pour laquelle il a composé ce hymne à la gloire des FDS burkinabés. Si tu veux voir des véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Gildas Da. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ouagadougou pour VOA Afrique. Merci Gildas Da pour ce très beau reportage. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage dans la région du Sahel. Merci également à nos invités et correspondants qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Merci également à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde de cette édition et à Trésor Matondo qui a permis la production vidéo. C'est grâce à lui que cette émission est disponible sur notre site, sur la page Facebook de VOA Afrique en direct. Comme toutes les éditions de Focus Sahel, Mohamedou Oumfa à ce micro. Je vous remercie donc d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Nos émissions sont en ligne sur notre site web voaafrique.com. À très bientôt.